On va passer à la deuxième histoire, c'est celle de Maya. Maya, son histoire, elle est très récente puisqu'elle est arrivée pendant le confinement. Pendant les confinements, on avait le droit de sortir pour faire de l'activité physique. Et c'est ce que Maya a décidé de faire parce qu'à force de rester chez elle toute la journée, elle avait besoin de se dépenser. Ce jour-là, elle va donc courir comme régulièrement dans le parc à côté de chez elle. Sauf que, comme elle a pas beaucoup de cardio, elle explique qu'elle est systématiquement obligée de faire une petite pause. Ce jour-là, pendant sa pause, elle regarde autour d'elle comme d'habitude et elle croise le regard de quelqu'un qui la fixe. Ça arrive de croiser le regard de quelqu'un, elle est pas affolée plus que ça. Et après un petit moment, elle reprend son jogging. Mais quand elle reprend son jogging, elle voit au loin que cet inconnu se met à marcher. Et il se met à marcher dans la même direction qu'elle. Après plusieurs minutes, elle regarde autour d'elle et elle comprend que, heureusement, elle a réussi à le semer. Sauf que Maya, elle a tort. Il est 22h, Maya est de retour chez elle, elle sort de la douche, elle décide d'aller se coucher. Et à travers la fenêtre de sa chambre, elle remarque des phares de voiture qui tournent dans sa rue. Maya, elle vit dans une rue très calme. Quand une voiture passe dans cette rue, c'est 95% du temps un habitant qui rentre chez lui. Sauf que ce jour-là, la voiture que Maya aperçoit, elle fait des va-et-vient dans la rue. C'est donc parfaitement inhabituel. Après plusieurs va-et-vient, la voiture s'arrête devant la maison de Maya. Et un homme côté passager en descend. Il y a donc quelqu'un qui conduit et ils sont deux. Et cet homme qui descend de la voiture, vous en doutez, c'est l'homme qu'elle a aperçu plus tôt dans le parc. Maya assiste à ça en regardant à travers la fenêtre de sa chambre, et d'un coup l'inconnu lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de Maya et croise son regard. Maya, elle se dit tout de suite que le mec est un stalker relou qui vient toquer pour la draguer. Elle décide de fermer ses stores et elle va dormir. C'est chelou! Jamais je vais dormir! Comment tu fais, Maya, pour t'en battre les couilles comme ça? C'est incroyable! Et évidemment, elle est réveillée un peu plus tard par un tapotement sur sa fenêtre. Ah bon? Elle ouvre les yeux et elle distingue la silhouette d'un homme, probablement le même, puisqu'elle voit en contrebas les phares de la voiture de tout à l'heure. Et là, elle se dit, mais comment il a fait? Ma chambre, elle est au 2e étage. Il a escaladé le toit du rez-de-chaussée pour atteindre la fenêtre de ma chambre? C'est pas des manières, ça, c'est quand même étrange. Après quelques minutes à faire semblant de dormir en restant immobile dans son lit, elle se lève, elle prend son téléphone et elle appelle la police. L'opérateur lui dit, ok, effectivement, ce n'est pas normal, ne bougez pas, une patrouille est en route et elle arrive dans 5 minutes. Après plusieurs minutes, Maya, elle entend un gros bruit sourd. Elle en conclut que c'est probablement le bruit qu'a fait l'inconnu en sautant de son toit. Et puis d'un coup, ça toque à la porte. Au rez-de-chaussée cette fois. Et après que ça ait toqué, une voix rassurante dit « C'est la police, vous nous avez appelé, ouvrez ». Maya descend au rez-de-chaussée, elle s'apprête à ouvrir la porte, mais avant d'ouvrir la porte, elle veut remercier et dire au revoir à l'opératrice qu'elle a toujours au bout du fil. Elle la remercie, elle lui dit que la patrouille est là et elle s'apprête à raccrocher. Mais au moment de raccrocher, l'opératrice lui dit « Attendez, la patrouille est toujours en route. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est pas la police. Donc n'ouvrez surtout pas ». Maya, sur la pointe des pieds, remonte au 1er étage et là elle va attendre de longues minutes avant que la police arrive et que cette fois les vrais policiers frappent à sa porte en disant « Ouvrez, c'est la police, vous nous avez appelé ». Cette fois l'opératrice lui dit « C'est bon, c'est bien la patrouille ». Cette fois Maya ouvre la porte et il y a devant chez elle 3 voitures de police et environ 6 policiers qui lui demandent ce qui vient de se passer et comment ils peuvent l'aider. Elle leur raconte tout, évidemment les 2 mecs s'étaient déjà barrés et dans ces cas-là la police elle peut rien faire à part faire des patrouilles les jours qui suivent pour intervenir si jamais les ravisseurs décident de revenir, mais généralement c'est pas le cas. Moi je vais vous dire un truc, quand ça toque, même si j'attends quelqu'un à une heure précise et que ça toque à cette heure précise, je regarde toujours dans l'œil de ma porte. Je sais pas pourquoi, j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui sonnent et qui soient mal intentionnés, c'est terrible. Des fois même c'est des livreurs et je reste 10 secondes comme ça à être sûr que c'est bien un livreur. On sait jamais. Messieurs dames, c'est l'heure de la 3e histoire, c'est celle de Simon et je l'aime beaucoup parce que c'est des jeunes qui sont fans d'aventures frissonnantes comme nous, sauf qu'ils ont vécu des trucs que nous on veut pas vivre. À cette époque, Simon a 19 ans, il est dans la fleur de l'âge, il bosse chez McDo et un vendredi après le travail, il rejoint des amis à lui et comme ils sont tous un peu fans d'histoires d'horreur, ils décident de se rendre à un endroit connu pour être hanté dans la région, White's Bridge. La légende raconte que dans les années 1900, un fermier local aurait pété un câble après avoir appris que sa femme le trompait et il l'aurait tué, elle et son amant. Après avoir commis cet acte impardonnable, il se serait rendu sur ce pont sur lequel il aurait, après une prise de conscience soudaine, décidé de se pendre. Simon explique que bien évidemment cette histoire est absolument fausse, mais qu'à l'époque, ils avaient 19 ans, ils étaient fans d'histoires d'horreur et ils y croyaient à mort. Et ils prennent la route en direction du pont. Et évidemment, plus ils se rapprochent de ce pont, plus c'est paumé et moins ils ont de réseau. On est en 2006 et c'est vrai que le réseau, il était pas aussi bien que maintenant. Bref, un dernier virage et nos amis tombent sur The White Bridge. Effectivement, on dirait clairement le pont d'un film d'horreur, il est vieux, il est usé, il fait bader. À l'entrée du pont, ils tombent directement sur un épouvantail. Dans cette bande de potes, il y a un mec qui s'appelle Mike, c'est un peu le casse-cou, c'est un peu le fêlé du groupe. Et Mike, il fait une dinguerie, il prend l'épouvantail et il l'allume avec son briquet et évidemment, ça prend feu direct. Alors oui, c'est une vraie idée de merde vu qu'ils sont sur un pont en bois, qu'en plus il a pas plu depuis un moment et que le bois est parfaitement sec. Heureusement, après plusieurs secondes, Mike s'en rend compte et il jette l'épouvantail enflammé dans la rivière et s'assure qu'il n'y ait pas de braise qui traîne sur le
le pont. L'exploration du pont touche à sa fin, c'est un petit pont, hein, c'est pas un truc de dingue. Mais bon, nos amis n'ont pas assez frissonné et Brandon leur dit: écoutez les gars, la légende raconte que si on garde notre voiture au milieu du pont, qu'on la met au point mort et qu'on coupe le moteur, l'esprit du fermier mort poussera la voiture vers l'avant pour le faire sortir du pont. C'est complètement con, on est d'accord, c'est complètement con. Mais vendredi soir, jeunesse, fans de légendes qui font peur, let's go. Ils remontent donc dans la voiture, ils vont sur le pont, ils mettent le point mort, ils coupent le contact, et là ils se retrouvent assis dans le noir absolu, dans le silence absolu, à attendre qu'il se passe un truc. Il y a juste des bruits du pont qui grincent, des bruits de rivière qui coulent sous le pont, et d'un coup, des bruits de pas. Et ils ont même pas le temps de réaliser que c'est vraiment des bruits de pas. La portière arrière gauche de la voiture s'ouvre, et une femme entre et s'assoit dans la voiture. Il y a un petit silence, nos amis regardent cette femme, et cette femme leur dit qu'elle est vraiment contente qu'il soit là, parce que la voiture de son petit ami est tombée en panne, et qu'elle a besoin qu'on la ramène chez elle. Quentin et ses potes se regardent, comprennent toujours pas ce qui se passe, et ils lui disent: désolé mais déjà vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous foutez là? Et là, le ton de la femme change. Elle se met à leur répondre très sèchement. Elle leur dit froidement: écoutez, je viens de vous expliquer. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me conduire jusqu'à chez moi pour pas que j'ai à faire le trajet à pied? Quentin, qui conduit la voiture, croise le regard de la femme dans le rétroviseur et il se dit: il y a un blême. Et il décide de dire à la femme de descendre de la voiture et de dégager. La femme soupire, ouvre la portière et retourne en marchant de là d'où elle vient, c'est-à-dire l'obscurité. Quentin et ses potes se regardent, ils se disent: il s'est vraiment passé un truc. La voiture est toujours au milieu du pont et face à eux, il y a juste l'espace pour faire demi-tour et aussi un petit chemin qui part sur la droite et qui a l'air de mener nulle part. Ils avancent donc dans l'espace pour faire demi-tour et en regardant sur leur droite, ils voient effectivement grâce au phare de la voiture au loin une voiture qui a l'air d'être en panne. Et là évidemment ils se sentent bien cons puisque la meuf ils l'ont bien envoyé chier. Et c'est là que Mike leur fait remarquer un truc. La voiture au loin, elle est dans un bien trop sale état pour être simplement en panne. C'était bien du bullshit ce que cette femme vient de nous raconter. Mais alors elle voulait quoi? Quentin ne veut pas savoir, il retraverse le pont et il se casse. À ce jour, ils y sont jamais retournés, ils ont eu les frissons qu'ils cherchaient, du coup c'est bien. Ils pensent qu'elle était probablement complice d'un futur guet-apens, qu'elle voulait les emmener à un endroit, en faisant genre que c'était chez elle, sauf que c'était pas chez elle et qu'en arrivant sur place, ils allaient se faire voler la voiture ou pire, on n'en sait rien. En tout cas, il y a plein d'histoires qui ont continué à circuler à propos de ce pont, c'était vraiment une légende locale et apparemment il y a des jeunes qui, il y a quelques années, y ont foutu le feu, ce qui a mis fin à toutes les légendes d'un coup. Lui et ses amis en tout cas ont décidé de plus jamais y retourner parce qu'ils ont vraiment eu peur ce soir-là. Et putain, ils ont de la chance! La première histoire, celle de Anne et de sa copine Nadia, se passe en 2007. Ça remonte à il y a pas mal d'années et à cette époque-là, Anne vient d'avoir 15 ans. Elle vit seule avec sa maman dans une maison située dans un quartier plutôt tranquille. Mais la mère de Anne est toujours très vigilante et connaît un petit peu les dangers du monde qui nous entoure. Et comme elle doit partir en déplacement professionnel pour plusieurs jours, elle demande à sa fille Anne de dormir chez sa copine Nadia jusqu'à son retour. Sachant que sa copine Nadia habite dans la maison juste en face de la sienne, donc c'est très proche. Et d'ailleurs Anne elle a un peu le seum quand sa mère elle lui dit d'aller dormir chez une copine à elle parce qu'elle a l'impression que sa mère lui fait pas confiance ou qu'elle est pas assez grande pour rester chez elle seule alors qu'elle a quand même 15 ans. Ah, les petits complexes d'adolescent, tu connais. Mais très bon flair la mère de Anne, très bon flair. Bref, on est le dernier jour du séjour de Anne chez sa copine Nadia. Il est environ 23h, tout se passe bien, les parents de Nadia leur ont commandé des pizzas et un peu plus tard, aux alentours de 22h30, les parents de Nadia décident d'aller chez des amis à eux qui habitent vraiment pas loin, à environ 10 minutes de route. Et donc Anne et Nadia se retrouvent seules pendant environ 1 heure dans la maison. Elles décident alors d'aller dans la chambre de Nadia, de découvrir le nouveau téléphone à clapper qu'a eu Anne pour son anniversaire, et ça croyez-moi c'était stylé d'en avoir un à l'époque. Et puis rapidement elles commencent à s'ennuyer puisqu'elles ont saigné la PS3, elles ont saigné la découverte du téléphone à clapper, et là elles se font chier. Mais elles ont une idée un peu drôle. Elles savent qu'il est trop tard pour qu'elles appellent un de leurs amis, mais elles savent aussi que la maman de Anne rentre le lendemain matin. Et que le premier truc qu'elle va faire en rentrant, c'est d'écouter la messagerie de leur téléphone fixe. Ah, 2007 hein, c'est une autre époque. Elles se mettent d'accord et leur plan, c'est de laisser un message vocal débile que la maman de Anne découvrirait en rentrant. Ça me fait un peu rire. Je trouve l'idée pas si nulle. Elles appellent donc le numéro du téléphone fixe de la maison de Anne. Normalement, il faut qu'il y ait 5 sonneries avant de pouvoir laisser un message. Sauf que là, au bout de 3 sonneries, il y a une voix qui dit bonsoir. Une voix que Anne décrit comme appartenant à un homme d'environ 60 ans qui aurait fumé 3 paquets de cigarettes par jour les 40 dernières années de sa vie. Anne et Nadia restent bouche bée, elles comprennent pas, elles s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis la voix au bout du fil dit « Vous n'auriez pas dû appeler ». Avant de raccrocher. Anne et Nadia sont en panique. Nadia évidemment elle demande à Anne si elle sait qui était au bout du fil, si c'est peut-être le nouveau copain de sa maman, son frère, son oncle. Et puis elles ont évidemment le réflexe de vérifier si elles ont bien appelé le bon numéro de téléphone. Alors elles sortent l'annuaire, elles vérifient et non, c'est bien le numéro de fixe de Anne. Ce qui veut dire qu'il y a bien en ce moment même, à 23h passées, un homme dans la maison de Anne et qu'elle n'a aucune idée de qui ça peut être. Rassurez-vous, elles vont prendre la bonne décision, elles vont appeler immédiatement les parents de Nadia pour les prévenir, tout en courant partout dans la maison
à vérifier que toutes les portes sont bien verrouillées. Après 15 longues minutes d'attente, les parents de Nadia sont de retour et 20 minutes plus tard, c'est la police qui arrive à son tour dans la maison de Nadia. Elles expliquent aux policiers ce qui vient de se passer et les policiers décident évidemment d'aller enquêter dans la maison de Anne. Et en arrivant devant la maison, surprise, la porte d'entrée est grande ouverte et il n'y a aucun signe d'effraction. Évidemment, ce soir-là, la mère de Anne est rentrée en précipitation et les policiers ont eu beau chercher dans tout le quartier, dans le jardin, autour de la maison, dans la maison, ils n'ont rien trouvé. L'affaire a donc été classée sans suite et Anne et sa maman, malgré leurs faibles moyens financiers à l'époque, ont déménagé rapidement après cette histoire parce que Anne n'arrivait plus à dormir la nuit tellement ça la marquait. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que Anne, elle a des souvenirs d'un truc qui s'est passé ce jour-là à l'époque, dont elle n'a jamais parlé, ni à sa mère, ni aux policiers, ni à Nadia, sa copine. En fait, à l'époque, ce jour-là, dans l'après-midi, Anne, elle est partie de chez Nadia pour aller chez elle chercher un cahier de dessin qu'elle voulait montrer à Nadia. Elle arrive chez elle, la porte était verrouillée, elle a des verrouilles, elle rentre, et là, mauvais feeling. Il y a aucun signe d'effraction, aucun bruit, aucun objet qui n'est pas à sa place habituelle, mais elle a un mauvais feeling. Et elle a tellement un mauvais feeling qu'elle va pas dans sa chambre, elle préfère faire demi-tour, et elle part de chez elle, directement. Elle saurait pas expliquer pourquoi elle a fait ça ce jour-là, mais elle a vraiment pris peur de fou, et à tel point qu'en arrivant chez Nadia, elle avait honte de ce qu'elle venait de faire. Elle a quand même 15 ans, et elle se dit, putain, mais attends, je viens vraiment d'avoir peur parce que je suis seule chez moi, mais je suis qu'une merde. Sauf que non, son instinct avait totalement raison, et il y avait très certainement ce mec qui était déjà dans la maison. Et c'est ça qui fait que cette histoire, elle l'a marquée, c'est qu'elle sait que ce jour-là, elle a failli être traumatisée bien plus fort en tombant sur un inconnu nez à nez seul chez elle, et elle est persuadée d'avoir bel et bien fermé la porte d'entrée à clé, et donc elle sait toujours pas comment ce mec a pu rentrer chez elle. Voilà, morale de l'histoire, ne fermez pas votre porte, ça ne sert à rien, les gens rentrent quand même. Excusez-moi, je me suis accordé une pause parce que l'autre là, la deuxième, j'aime pas du tout. C'est l'histoire de Yone. Oui, c'est un prénom coréen et c'est normal, ça se passe en Corée. À cette époque, Yone vit donc dans un complexe d'appartements à Séoul. Elle est mère au foyer, elle a une jeune fille de 6 ans et son mari travaille toute la journée. Ce jour-là, elle revient des courses qu'elle a faites avec sa fille. En arrivant dans son immeuble, elle appelle l'ascenseur et quand les portes s'ouvrent, elle tombe sur un mec qui porte un imperméable jaune et une casquette vraiment dressée vers le bas. Et en plus de ça, l'homme baisse lui-même la tête, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas voir son visage. C'était pas qu'une histoire de style, c'était vraiment une envie d'être incognito. Elle rentre quand même dans l'ascenseur, mais elle a un instinct maternel et elle pousse sa fille à l'opposé de l'homme avec sa main. Elle appuie alors sur le numéro 12 puisqu'elle habite au 12e étage et elle se rend compte à ce moment-là que aucun autre numéro n'est allumé. Sauf que l'inconnu avec elle dans l'ascenseur n'est pas descendu au rez-de-chaussée. Elle décide alors de jeter discrètement des coups d'œil à l'inconnu et elle remarque qu'il tient quelque chose dans sa main enveloppé dans du papier journal. Yone comprend qu'elle est très probablement dans une situation très dangereuse et elle a un réflexe incroyable, elle prend son portable et elle fait semblant d'appeler son mari en faisant croire qu'il est à la maison, donc au 12e étage dans l'appartement. Sauf qu'en réalité, il est pas du tout à l'appartement son mari, il est au travail. Elle dit quand même à haute voix qu'elle est dans l'ascenseur, qu'elle va pas tarder à arriver devant la porte d'entrée et elle lui demande, fictivement, de venir lui ouvrir la porte et de l'aider à rentrer les courses dans l'appartement. Elle fait semblant de raccrocher et quelques secondes plus tard, l'ascenseur arrive enfin au 12e étage. Elle attrape sa fille, elle descend de l'ascenseur et elle marche aussi vite qu'elle peut vers la porte de son appartement. Elle fait donc semblant d'attendre que son mari lui ouvre la porte et du coin de l'œil, elle voit l'inconnu s'arrêter, puis faire demi-tour et retourner vers l'ascenseur. Et elle commence à taper le code pour ouvrir sa porte d'entrée. Problème, quand elle appuie sur le premier chiffre, ça fait un bruit. Et ce bruit, l'inconnu l'entend. Aussitôt, il comprend que personne n'est là pour venir ouvrir à Yone, que depuis le début, elle a totalement feinté la pseudo-présence de son mari dans l'appartement. L'inconnu se retourne et se met à courir vers Yone. Yone tape les chiffres du code à toute vitesse, la porte se déverrouille, elle jette sa fille à l'intérieur et elle claque la porte derrière elle alors que l'inconnu est à seulement quelques centimètres de la porte. L'inconnu n'a pas eu le temps de glisser son pied ou son arme dans l'ouverture de la porte pour l'empêcher de se fermer. Immédiatement, Yone regarde à travers l'œil de la porte et elle voit l'homme s'éloigner et prendre de nouveau la direction de l'ascenseur. Le soir, Yone explique évidemment ce qui s'est passé à son mari et heureusement, elle ne croise pas de nouveau cet homme au kawaii jaune. Et c'est 5 mois plus tard qu'elle découvre ce à quoi elle a échappé ce jour-là grâce à sa feinte légendaire du mari qui soi-disant l'attendait dans son appart. Elle passe devant un kiosque et la couverture du journal attire tout de suite son attention puisque c'est une photo d'un homme qui a un kawaii jaune. Et cet homme, il a exactement la même carrure que l'homme à qui elle a échappé ce jour-là en rentrant chez elle et qui vient d'être arrêté par la police pour avoir tué plusieurs femmes, majoritairement des prostituées. Yone, ce jour-là, elle a eu un sens de l'observation de dingue et ça lui a sauvé la vie. Tout simplement. Je serais mort 300 fois à la place de Yone. Pour la simple et bonne raison que j'aurais été sur mon téléphone. J'aurais rien capté à ce gars à côté de moi. Il m'aurait trucidé.
Messieurs, dames, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire. Je sais, ça passe vite et vous êtes triste, mais il y aura d'autres threads d'horreur, vous en faites pas. D'ailleurs, je viens de mettre à jour la playlist threads d'horreur. Si vous êtes en manque, vous en avez forcément raté 2 ou 3. Allez piocher là-dedans et devrez avoir votre bonheur. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire de Max et Thèse. Max et Thèse, ce sont deux filles qui ont la vingtaine et qui ont soif de road trip. Elles en font chaque année et cette année-là, elles ont décidé de partir de New York, de zigzaguer à travers tous les États-Unis et d'arriver 6 semaines plus tard à Los Angeles. Max et Thèse, elles sont jeunes, elles ont pas trop de moyens et pour économiser une tonne d'argent, elles vont pas louer un énorme camping-car, elles vont tout simplement utiliser la berline de la maman de Thèse, berline qui est assez grande et qu'elles vont aménager pour l'occasion, pour que chacun ait sa petite couchette. Cette année-là, Max et Thèse, elles ont dormi dans plein d'endroits différents. Des parkings, des campings gratuits, des aires de repos. Elles expliquent que tout se passait merveilleusement bien, elles se sont pas senties une seule seconde en danger jusqu'à la dernière semaine de leur voyage en Arizona. Cette nuit-là, c'est une nuit qui était pas très différente de toutes celles qu'elles ont traversées jusqu'à présent. La particularité, c'est que ce camping-là, la ville la plus proche était assez loin. Mais bon, c'était le cas d'autres campings auxquels elles étaient déjà allées, donc ça les a pas plus fait flipper que ça. En arrivant sur les lieux, elles sont pas seules, il y a un camping-car qui est garé, et plus loin, il y a 2 voitures. Elles se garent assez proche du camping-car, et un homme en ouvre la porte. Thèse lui fait un signe de la main, elle est contente à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, sauf que l'homme reste immobile et la fixe. Elles comprennent tout de suite que c'est peut-être quelqu'un qui veut de l'intimité, et qu'elles ont peut-être pas été cool à se garer aussi proche du camping-car. Elles roulent alors un peu plus loin sur la route, et elles se garent sur un terrain plat, non loin des 2 autres voitures. Elles boivent quelques bières, elles prennent des photos, elles vivent leur meilleure vie de meilleurs potes, et Thèse remarque au loin qu'un peu plus bas dans cette zone de camping, il y a un feu de camp. À la recherche de nouvelles rencontres, elle décide d'y aller. Autour du feu de camp, il y a 2 hommes, et c'est donc les 2 propriétaires des voitures garées non loin de la voiture de Thèse et Max. Les 2 hommes ont l'air sympas, ils sont eux aussi en train de discuter, du coup Max et Thèse s'assoient et commencent à discuter avec eux. Au fil de la discussion, Max et Thèse comprennent que l'un des 2 est plutôt gêné. Et celui qui est gêné, et qui est d'ailleurs un peu plus vieux que l'autre, a l'air aussi d'avoir pris de la drogue. Mais il a pas l'air pour autant dangereux, au contraire, il a l'air très inoffensif et perché dans son monde. Du coup, elles vont essentiellement discuter avec le 2e homme. Et ce 2e homme, apparemment, c'est un ancien garde forestier. Il est décontracté, chill, bon mood, et pendant plusieurs heures, ils vont chacun échanger au sujet de leur voyage, de leur famille, de leur vision de la vie, etc. Et puis cet homme commence à parler de l'ours. Ouais, il leur dit que quelques heures plus tôt, il a aperçu un ours au loin qui faisait des tours autour de la zone de camping, et en vrai c'est un truc plutôt fréquent parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture, et donc des fois ils viennent gratter de la bouffe. Max et Thèse, elles badent un peu parce que souvent la nuit elles se lèvent pour aller aux toilettes, et donc elles ont tout sauf envie de se faire agresser par un ours en pleine nuit. Et d'un ton très sérieux, il leur explique que si elles sortent de leur voiture au beau milieu de la nuit, c'est pas que d'un ours dont elles devraient s'inquiéter. Ah bon? Elles sont pas très sereines, elles regardent le 2e homme, heureusement il est toujours en plein trip et parfaitement inoffensif. Et puis l'ancien garde forestier se lève et va vers la glacière pour se prendre une nouvelle bière. À ce stade, on est dans la forêt, il fait une nuit noire, et donc tout ce qui n'est pas très proche du feu de camp est plongé dans l'obscurité et n'est pas visible. Et c'est le cas de la glacière. Max et Tess regardent quand même en direction de vers là où il est parti, et après plusieurs secondes de noir, elle voit un point rouge apparaître. Le ranger est dans l'obscurité, à quelques mètres d'elle, et il vient apparemment de prendre une photo d'elle. Elle reste bouche bée parce que généralement avant de prendre des gens en photo, tu leur demandes. Et puis il vient se rasseoir avec elle près du feu, comme si c'était rien passé. Max et Thèse immédiatement ne sont pas du tout rassurées. Elles se lèvent, elles expliquent aux 2 hommes qu'il est tard et qu'elles doivent y aller. Le vieil homme, toujours dans son trip, leur souhaite bonne nuit. L'ancien ranger, lui, les regarde avec un sourire aux lèvres et leur dit de faire attention, parce que là-bas, dans les bois, il y a plus que des ours. Immédiatement, elle se demande pourquoi il les a prises en photo. Surtout sans dire un mot, sans demander, sans rien, c'est super bizarre. Et Max se souvient qu'elle a vu un documentaire sur les tueurs en série et que certains d'entre eux parfois avertissent leurs victimes. Malgré l'obscurité, elles retrouvent leur voiture, elles rentrent à l'intérieur. Max démarre alors la voiture et allume les phares, prend la direction du chemin de terre qu'elles ont emprunté pour arriver au camping, et en regardant dans son rétroviseur, elle voit le ranger, debout sur le chemin de terre, marchant vers elle en souriant, avant de le voir disparaître dans l'obscurité à cause de la distance. Cette nuit-là, elles ont roulé 1h30 de plus que prévu, avant de trouver un endroit où se garer et de dormir dans la voiture. Et surtout, elles ont fait la première et dernière rencontre vraiment badante de leur périple, avec ce fameux ancien ranger qui apparemment leur voulait pas que du bien. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que avant ce switch, elles ont parlé avec lui pendant 2-3 heures, et le mec était cool, bon délire, sympa, c'était chouette quoi. Elles ont réalisé d'un coup qu'elles étaient pas du tout en sécurité, alors qu'elles ont été très sereines pendant 2 heures avant ça quoi. La première histoire est celle de John. En vrai, il donne pas son nom, mais je vais l'appeler John pour que ce soit plus simple à raconter. Un jeune homme de 21 ans, devenu récemment policier et récemment célibataire. Voilà, sa copine a largué, ça arrive à 2 millions d'hommes tous les jours. Sous conseil de ses amis, John va installer et utiliser l'application Tinder, et c'est son premier date que je vais vous raconter. John a un match avec une fille très très belle sur l'application, il est très content. Les deux parlent et s'entendent bien, et elle lui propose rapidement un rendez-vous en disant qu'elle a un plan cool où on peut observer les étoiles. Une charmante idée pour un premier rendez-vous romantique, sympathique. Alors John monte dans sa voiture et va la chercher chez elle, puis il se dirige vers cet espace ouvert où on peut avoir une très belle vue sur les étoiles au milieu de la vie sauvage des animaux. En arrivant sur les lieux, Samantha, son date, le guide à travers les champs
plan pour se poser à un endroit et observer les étoiles comme prévu. Mais pendant qu'il s'avance dans les bois, il observe au loin des phares d'une voiture. Des phares qui se rapprochent très vite de sa propre voiture. Et un van apparaît et se colle à sa voiture, l'empêchant d'avancer. John dit à Samantha de rester dans la voiture, prend sa lampe torche et descend pour aller voir. Très bonne paire de couilles, moi j'aurais fait une marche arrière illico et j'aurais jeté Samantha dans la forêt. Il s'approche du van et constate que le conducteur est très grand et il lui demande poliment s'il peut reculer un peu son van de manière lui à se dégager et à continuer d'avancer dans les bois. Le conducteur du van lui répond très poliment qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il voulait pas du tout lui faire peur, il s'excuse. Le conducteur du van lui souhaite alors un bon rendez-vous, un bon date et il part. Ok, ce n'est pas la fin de l'histoire. John retourne alors dans sa voiture, fin de la frayeur, mais il constate qu'à partir de là, il y a Samantha qui arrête pas d'être sur son téléphone et d'envoyer des messages, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. John et Samantha arrivent à l'endroit où Samantha voulait qu'ils aillent pour observer les étoiles, ils descendent de leur voiture, ils les regardent, et environ 1 heure plus tard, bim, les phares du van réapparaissent au loin et se rapprochent très vite d'eux. Le van pile en arrivant devant la voiture de John et Samantha court dans la voiture du conducteur du van. À partir de là, John explique qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer, qu'il est dans la merde. Le conducteur du van sort du van, charge John et le fait tomber par terre. Heureusement, John réussit à le mettre sur le dos et à se relever. Et il voit Samantha prendre un tuyau en métal dans le van qui le menace en disant: on a des armes à feu, obéis-nous, donne-nous ton argent et ta voiture. À ce stade, vous, nous, on dit oui tout de suite, y a aucun problème. Prenez tout, même mon t-shirt. Mais John, il a 21 ans, il est jeune, il vient d'être policier et il pense que c'est Tom Cruise. Il dit non, jamais. John sort son arme à feu, la pointe vers eux en disant qu'il est policier. Gros moment de blanc entre nos trois interlocuteurs. Mais ils obéissent et arrêtent leur connerie. John retourne dans sa voiture, il appelle le 911, il appelle ses collègues, il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui rappliquent en vitesse pour l'aider. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce van. Un van c'est grand mec, ça peut contenir beaucoup de choses. Parallèlement, Samantha et son complice s'enfuient dans les bois en van. John reste sage, il attend ses collègues avant de faire quoi que ce soit, surtout ne pas agir seul dans cette situation. C'est faux, c'est entièrement faux, il se dirige à la poursuite du van. C'est un fou John. Et pendant qu'il les poursuit, il entend 3 sons très brillants et il voit des muzzle flash qui partent de l'autre voiture. Il se fait tirer dessus totalement. Je rappelle que tout cela est un date Tinder. On parle d'un date Tinder là actuellement. Ça n'a aucun sens mec. Au moment où il voit les flashs venir de la voiture, il s'arrête, clairement sa fierté part comme ça dans l'aération de la clim. Hop, son sergent et son officier d'instruction arrivent pour l'aider en renfort et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Ils essaient de le retrouver, ils l'ont perdu de vue. Ils le trouvent et il y avait des couteaux, du ruban adhésif, du liquide pour briquet, une quantité indécente de munitions, des menottes et ce qui semblait être du sang séché. Juste ça. Heureusement, personne n'a été blessé, même si John est traumatisé des applications de rencontre. Je pense qu'on ne peut pas faire un pire premier date. Ça n'existe pas. C'est trop creepy mec comme situation. On dirait vraiment un putain de film. Ce mec a vécu un film d'horreur en vrai quoi. Et heureusement que c'était un policier et qu'il avait une arme de poing pour le coup dans cette situation. Ça me fout la... Mec, ça me fout des frissons. J'ai jamais trop aimé les applications de rencontre parce que je trouve ça un peu glauque des fois. Mais jamais je me suis dit que ça pouvait arriver ça quoi. C'est effroyable mec. Alors, il est temps de vous raconter la deuxième histoire mec qui est ultra glauque, qui est plus courte mais qui fait bien flipper. Léa a 22 ans et elle explique que cet événement s'est passé 1 an et demi avant qu'elle écrive ce post sur Reddit. Elle vient d'emménager dans son premier appartement et elle est encore, vous savez, dans le truc où tu commandes des objets, tu reçois des cartons, tu reçois ton canapé, etc. Elle est encore dans tout le processus d'emménagement. Elle explique que la porte qui mène à son appartement se verrouille automatiquement quand elle se ferme. Ce jour-là, elle va chercher son courrier en étant au téléphone avec son petit ami. Puis elle revient dans son appartement et elle commence à ouvrir son courrier, à lire des lettres des impôts, ce genre de choses. En ouvrant une lettre, elle fait tomber son téléphone qui fait un petit rebond, hop, et qui va légèrement sous le lit. Elle s'allonge alors sur le sol et tend son bras pour récupérer son téléphone et là elle observe le pire truc possible. Il y a quelqu'un dos à elle qui est sous son lit. Alors, c'est une peur qu'on a tous, mais moi j'ai toujours pensé que c'est impossible que ça arrive. Mais elle, ça lui est arrivé, vraiment. Là, elle explique que ses yeux s'écarquillent, qu'elle a envie d'hurler, mais que comme le mec est de dos et qu'il ne peut pas la voir, elle fait comme si elle l'avait pas vu. Elle récupère son téléphone, elle dit à l'interlocuteur qui est toujours au bout du fil: désolé, j'ai fait tomber mon téléphone, je vais prendre une douche, je vous rappelle juste après. Et elle se dirige dans sa salle de bain. Elle entre dedans, elle verrouille la porte à clé, elle fait couler l'eau de la douche et comme elle habite au premier étage, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain et elle saute. Elle appelle la police qui lui dit de rester pas très loin de l'appart mais caché quand même. Et à partir de là, elle attend l'arrivée de police, les yeux rivés sur son appartement pour voir si quelqu'un en sort. Mais c'est une surfemme, c'est incroyable d'être héroïque comme ça. Avoir le sang-froid de ne pas crier alors qu'un inconnu est chez toi, sous ton lit. Comment elle a fait mec? Gros, il y a un pissenlit sous mon lit, je crie par réflexe. Bah, qu'est-ce que ça fait là? Elle, y a un mec entier de dos. C'est bon pour vous? L'idée de reprendre le téléphone et de continuer la discussion comme si c'était rien passé. Tu donnes l'assurance au gars qui est sous le lit que tu l'as pas vu alors que tu l'as parfaitement vu. Bref, c'est incroyable. Un respect incroyable pour cette femme qui est légendaire, niveau légendaire. Alors, elle est donc en train d'attendre la police. Elle a aussi entre-temps appelé son petit ami qui la rejoint. Il l'attend avec elle. Et enfin, la police arrive. Elle leur donne les clés de l'appartement et ils se dirigent dedans pour voir si le mec est encore là et pour l'arrêter si c'est le cas. Quelques instants plus tard, 2 policiers sortent de l'appartement avec un mec qui a un air très fatigué, un regard de fou, mais qui se débat pas. Les policiers vont dire à Léa qu'elle a agi merveilleusement bien, même si on le savait déjà, parce que l'homme attendait devant l'entrée de sa salle de bain avec l'un de ses couteaux de cuisine. Voilà, pour
probablement faire des faritas avec elle. Yes! Hop là, je regarde sous mon bureau vite fait, c'est bon, y'a personne. En fait, le mec était rentré dans son appartement pendant qu'elle récupérait son courrier. La porte s'était pas claquée, elle s'était juste posée, vous savez. Et du coup, il avait pu en profiter pour lui rentrer et se cacher sous le lit. Léa nous explique ensuite que dès le lendemain, son petit ami a emménagé avec elle parce que ça l'avait complètement traumatisé. Et c'est vrai que déjà, quand tu te fais cambrioler, tu sais qu'il y a des gens qui sont allés chez toi quand t'étais pas là et qui t'ont dérobé des affaires, ça te traumatise, mais vraiment. Mais là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un chez toi caché de tes propres yeux, ça doit vraiment être une situation tellement stressante, t'es traumatisé, c'est sûr. Donc bravo Léa, respect à toi. Et maintenant, pendant les 4 années qui suivent, moi et des millions de gens vont regarder sous notre lit tous les soirs. Grâce à toi, merci. Les amis, troisième histoire. Et celle-là, elle est... tellement horrible. Et encore une fois, on est tombé sur un héros. Vraiment, les gens qui postent leurs histoires là sur ce thread, ils sont légendaires, gros. C'est des héros de films. Alors, Valentin, on va l'appeler comme ça. J'invente des prénoms, voilà. Valentin a 21 ans, on est le soir, il décide d'aller dans un bar avec un ami à lui. Sur le chemin du bar, son pote était déjà en train de boire, donc quand ils sont arrivés, il était déjà complètement fait. En arrivant au bar, ils s'assoient tous les deux et il y a une fille qui s'appelle Candice, qui est très mignonne, qui vient s'asseoir à côté d'eux pour leur parler, voilà. Je dis des voilà parce que jusque-là, tout est normal. Alors je profite, je dis voilà. Valentin remarque qu'elle a des très beaux cheveux roux, mais que c'est pas naturel. Il pense que c'est une teinture, bref, c'est une petite réflexion, mais bon, sans importance. Alors Candice flirte avec Valentin et son ami, mais elle semble plus intéressée par son ami. Valentin, il se dit, putain, c'est peut-être parce que lui, il est très bourré, donc elle pense qu'elle a plus de chance avec lui. Donc Valentin fait semblant d'être aussi bourré que son pote pour attirer l'attention de Candice. Ah, le petit, vous savez, la petite guerre de séduction, là, en soirée, blablabla. Alors ça parle, et au bout d'un moment, Valentin, il se dit que peut-être qu'elle est là juste pour avoir des boissons gratuites, qu'elle fait semblant de s'intéresser à eux dans le but de boire des bières ou je sais pas quoi, gratuitement. Et elle va répondre de la meilleure des manières, elle va leur payer à boire, elle-même. Sauf que ça va durer un moment, elle arrête pas de commander de nouveau des cocktails pour eux tout le temps, à tel point qu'au bout d'un moment, Valentin il sait pas si elle est là pour son ami ou pour lui-même. Tout est un peu flou, c'est bizarre. Le pote de Valentin va aux toilettes, sauf qu'il revient jamais parce qu'en fait les videurs l'ont dégagé de la boîte parce qu'il était trop bourré. Du coup Valentin c'est un vrai pote, il sort de la boîte et il rejoint son ami pour veiller sur lui parce que c'est le plus sobre des deux, donc c'est à lui d'être entre guillemets le gardien. Et Candice suit Valentin dehors, ils se retrouvent donc tous les trois devant le bar. Et là Candice regarde le pote de Valentin et lui propose de venir chez elle, avec elle, voilà, elle l'invite. Sauf qu'il est tellement bourré qu'il arrive à peine à répondre. Valentin comprend donc que son pote est plus du tout maître de ses actes et de ses paroles et du coup dit à Candice non, il peut pas venir avec toi, il est trop bourré là, ça va pas. Parce qu'il a pas envie que son pote se réveille dans une maison inconnue, sans sa voiture et en ayant aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Soudainement, Candice, elle s'intéresse alors énormément à Valentin, à tel point qu'au bout d'un moment, elle propose même à Valentin d'offrir un taxi à son ami pour qu'il rentre chez lui et que eux deux aillent chez Candice. Elle a switch très vite quand même de croche là, c'est très bizarre. Mais bon, ok, ainsi soit-il. Ils accompagnent l'ami de Valentin jusqu'à son taxi, puis ensuite, ils se dirigent vers la voiture de Candice. Sur le chemin, elle lui propose de s'arrêter pour acheter de l'alcool dans un magasin et continuer à boire sur le trajet. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui paiera l'alcool et qu'il n'y a pas de souci, sauf que Valentin il est pas chaud, il a déjà beaucoup bu. Sauf que Candice elle insiste. Valentin a peur de gâcher ses chances s'il refuse, donc il lui dit ok achète-moi une bouteille d'alcool et une bouteille de jus de pomme et on va boire. Mais il compte pas boire. Direction la maison de Candice et Candice boit des toutes petites gorgées d'alcool et elle arrête pas d'insister pour que Valentin boive. À tel point que là ça devient pas normal, c'est trop bizarre d'insister à ce point pour que quelqu'un boive, ça n'a aucun sens. Mais Valentin encore une fois il a peur de la froisser et de gâcher ses chances, donc il va prendre des gorgées d'alcool qu'il garde dans sa bouche et qui va recracher dans la bouteille de jus de pomme. Il va aussi la tester en l'appelant autrement que par son prénom. Il va l'appeler Carla, Lana, volontairement et elle va pas du tout réagir, comme si elle s'en fichait complètement. Et ça fait un truc chelou de plus. Normalement si t'es intéressé par quelqu'un et qui se trompe de prénom en t'appelant, t'es un peu vexe quand même, tu réagis. Ça y est, ils arrivent enfin tous les deux devant la maison de Candice. Ils rentrent et en rentrant, Valentin fait exprès de tomber pour faire croire qu'il est vraiment très bourré. Elle l'aide à marcher, elle le tient, la porte d'entrée n'est pas verrouillée, donc il rentre. Et après être entré, elle ferme la porte d'entrée à double tour. Bref, il est tard le soir, on ferme sa porte d'entrée par peur que quelqu'un entre par effraction et se cache sous son lit par exemple, hein. Yes! Valentin lui demande s'il peut aller dans la salle de bain et en entrant il verrouille cette dernière et il se regarde dans le miroir en se disant putain, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal là, il y a eu trop de trucs bizarres. Et là il entend Candice parler dans le salon à quelqu'un et chuchoter. Il est complètement bourré, il peut à peine se lever. C'est vous qui le faites. Ok. Vous faites quoi exactement? Et pourquoi fallait-il qu'il soit très bourré pour que vous le fassiez? Valentin sort de la salle de bain, parce que de toute façon il peut rien faire d'autre. Il voit Candice, et là gros bad pour Valentin, c'est pas Candice qui a devant lui, c'est une autre personne. C'était une autre fille qui avait les mêmes cheveux que Candice. Cheveux qui étaient donc probablement une perruque, et que Candice avait donné à cette autre personne pour faire genre que c'est Candice. Valentin en voyant ça, il fait comme Léa, il fait genre qu'il a rien vu, que tout est normal. Et il sourit à cette fille en lui disant est-ce que je peux retourner dans la salle de bain, je suis toujours pas bien. La fille lui répond que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, mais elle a quand même envie qu'il se dépêche.
Valentin retourne dans la salle de bain. Il l'entend murmurer quelque chose à quelqu'un d'autre, qui lui murmure quelque chose en retour, sauf que la deuxième voix, c'est pas une voix féminine, c'est une voix masculine. Il y a donc une troisième personne dans cette maison, que Valentin n'a pas vue. Il nous explique qu'il a pas compris ce qu'ils ont dit, il s'est pas concentré pour entendre leurs mots. Son but, c'était juste de se barrer le plus vite possible de cette situation très dangereuse. Alors, hasard des choses, il a fait comme Léa, il a ouvert la fenêtre de la salle de bain, il a sauté et il a sprinté pendant 40 minutes. Il a appelé un taxi et il est rentré chez lui. Et depuis ce jour, il se pose plein de questions, il se demande ce qui serait passé cette nuit-là s'il était resté dans la maison. Pourquoi Candice faisait boire absolument un mec pour le ramener chez elle et le confier à deux potes à elle? Est-ce que c'était pour faire du sextortion, vous savez, quand vous avez des vidéos pornographiques de quelqu'un et que vous demandez des rançons pour pas les diffuser? Est-ce que c'était pour le kidnapper? Est-ce que c'était pour lui faire des trucs bizarres? Il sait pas et ça le rend ouf, Valentin. Moi maintenant, c'est simple, ça va être un critère. Quand je prends un appart ou une maison, je veux que dans la salle de bain, il y ait une fenêtre. Forcément, je veux pas être dans la situation de ces gens et qu'il n'y ait pas de fenêtre pour partir, c'est horrible. Tout a commencé le 4 juillet à 22h50 lorsque Melissa, alias Smallest Stars sur Twitter, a tweeté la chose suivante. MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus bougent les meubles chaque nuit. On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert? L'appart est vide et inhabité. Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief. Melissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois. Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages, qu'elle habite au 3e et que le 4e étage contient un seul unique appartement qui est plus grand du coup que ceux des autres étages. Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité parce que régulièrement elle entend des bruits de meubles qui bougent. Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible. C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruit venant du dessus puisque ton plafond c'est le sol de tes voisins. Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref. Melissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre parce que elle est très timide de nature et c'est vrai, j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste devoir aller toquer ou dire un truc, je me sens mal, j'aime pas faire ça. Melissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis. Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne. Ah, une moins bonne idée, tiens donc. Oh, c'est faux, on se calme les Auvergnats. Les vacances se terminent, Melissa rentre et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances, ils voulaient prolonger un peu le truc. Mais problème, au moment de dormir, des bruits venant du plafond, comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus. Alors ses amis commencent à se plaindre et Melissa leur explique que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir. Ils vont alors conseiller à Melissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc au cas où il se passe des choses pas nettes au-dessus de chez elle. Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol par exemple. Je dis ça, je dis rien. La police arrive, Melissa les amène devant la porte de l'appartement du 4e. Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Et ils tombent sur un appartement complètement vide avec ni meuble ni quelqu'un à l'intérieur. Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Melissa qu'il n'y a rien dans l'appart du dessus et en étant un peu vénère parce qu'ils pensent que Melissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague. Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant de s'il y a des bruits et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là-dessus. À partir de là, Melissa va pas donner de nouvelles le soir, donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit, mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet, le lendemain à 14h. Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble. Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble avec un petit amas de voisins autour. Melissa pense que c'est un truc assez grave, puis 20 minutes plus tard elle tweet qu'en fait elle a rien de grave, tout va bien. C'est juste ces histoires de bruit alors que l'appart est vide qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien. Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle, Melissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus. Magnifique! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux et a promis à Melissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatter, mais comme il ferme tout le temps l'appart, ça l'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas ce que les policiers ont dit! L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier. Alors est-ce que, comme c'est régulièrement le cas, c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement? On veut savoir. Melissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir et que si elle entend de nouveau des bruits, elle montera au 4e étage voir ce qui se passe de ses propres yeux. Melissa, respect, perso, jamais j'y vais. Et devinez quoi? Le soir même à minuit 4, qui c'est qui fait un tweet? C'est Melissa. Il vient de se passer un truc très très flippant là par contre. Oh putain. Melissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus. Elle nous dit alors qu'à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort. Alors, déjà, pauvre chat. Melissa, nous, on veut, comme tu l'as dit, que tu montes à l'étage. Alors, bref, on va essayer de monter tout à l'heure si on trouve le courage, on vous tient au courant. Voilà, c'est ça qu'on veut lire, Melissa. Les minutes passent, on n'a aucune nouvelle, et à minuit 32, Melissa trouve enfin le courage de monter au 4e étage. La porte est fermée, bordel de merde. Comme Melissa, je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte et qu'en l'ouvrant, on tombe sur des squatteurs, ce qui aurait expliqué les bruits. Mais non, la porte est putain de fermée. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un double un jour dans le dos du proprio? On sait pas, putain. Sur Twitter, les gens deviennent fous, ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits. Alors, ils vont émettre plusieurs hypothèses qui, effectivement, sont plausibles. Une fenêtre cassée? Bah oui, avec le vent
vent, effectivement, ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre. Des animaux coincés, ça arrive très souvent, bien plus qu'on ne le pense, des oiseaux qui sont coincés dans le toit ou des rats qui sont dans les murs. Bref, il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit en fait dans un immeuble en réalité. Ou les canalisations. Effectivement, si Plancton prépare un mauvais coup dans les canalisations, ça s'entendrait. Et le lendemain matin, Mélissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là, pour lui demander de vérifier ces fameuses hypothèses ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même. Et bim, le proprio le prend très mal parce qu'il croit que Mélissa veut juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans. Mélissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus, on n'en sait rien, et le soir elle redonne des nouvelles et là c'est chaud. Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers. Il se trouve que c'est sa voisine de palier, elle habite dans l'appartement en face de chez elle. Elle a à peu près 30 ans, les deux elles se connaissent pas beaucoup mais elles discutent quand elles se croisent, voilà, vraiment comme des voisins. Sa voisine après avoir ouvert la porte lui a parlé un peu froidement, elle lui a expliqué qu'elle voulait pas parler de ce qui s'était passé, comme si elle avait honte et Mélissa a pas voulu insister. Jusque là aucun problème, c'est normal. Mais attendez! Mélissa va se mettre à lui parler des bruits qui proviennent de l'appartement du 4e étage pour voir si elle aussi elle a remarqué. Et là le regard de la voisine change et ses yeux s'écarquillent. Cette voisine qu'on va appeler Anne dit ne rien avoir entendu et ne pas être au courant de ces histoires. Mélissa retourne chez elle et c'est là qu'un truc bizarre se passe. 5 minutes plus tard, ça frappe fort à la porte de Mélissa. En ouvrant, elle tombe sur Anne qui a l'air complètement perdue. Comme si Anne était allée toquer chez Mélissa dans le but de lui dire quelque chose et qu'au moment où Mélissa s'est retrouvée en face d'elle, elle avait oublié ce quelque chose. Mélissa va alors accompagner Anne à son appartement avant de retourner chez elle pour se poser devant une série. Le lendemain, Mélissa commence clairement à psychoter, elle commence à se sentir mal et dans le hall de son immeuble, elle croise un couple de personnes âgées qui remarquent qu'elle se sent pas très bien et qui décident donc de l'inviter chez eux au premier étage. Ils vont alors expliquer à Mélissa qu'ils habitent dans cet immeuble depuis des années et que les gens ne restent jamais très longtemps, mais surtout que personne n'a jamais acheté l'appartement du 4e étage. Et ils vont dire étrangement que eux aussi se sentent pas très bien, mais que ça les dérange pas. Ok. Mais mec, si tu sens que tu te sens pas bien dans l'endroit où tu vis, t'es censé te casser gros. Du moins si t'en as les moyens. Puis elle rentre chez elle en se sentant bien et elle a pas de nouvelles jusqu'au lendemain. Mélissa va toquer à la porte de Anne parce qu'elle a pas eu de nouvelles de cette dernière depuis qu'elle est venue toquer chez elle pour rien lui dire. Anne ouvre la porte et là commence une discussion un peu à sens unique. Il y a juste Mélissa qui va parler et Anne va faire uniquement des réponses fermées comme si elle était dérangée par la présence de Mélissa. C'est un peu comme si Anne avait deux personnalités et que l'une de ces deux personnalités voulait vraiment pas voir Mélissa et que quand l'autre personnalité fait un pas vers Mélissa, c'est la deuxième qui prend le dessus, empêchant la première d'envoyer un SOS finalement. Mélissa rentre chez elle, quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à sa porte. Elle toque apparemment depuis un moment, donc Mélissa décide de prendre une vidéo et de nous montrer. Elle va ensuite filmer à travers l'œillet de la porte et deviner qui c'est. Anne, qu'elle a vu seulement quelques minutes plus tôt. Mélissa se chie littéralement dessus et décide de ne pas lui ouvrir, ce que j'aurais aussi fait. Clairement. Et elle nous dit seulement 10 minutes plus tard que Anne a enfin bougé du palier. Alléluia. Le lendemain, elle s'en veut, elle décide d'aller toquer chez Anne pour lui demander pourquoi Anne a toqué chez elle la veille au soir. Et en ouvrant la porte, Anne ne comprend pas. Elle lui dit ne jamais être allée toquer chez elle la veille au soir. Très bizarre comme comportement. Mélissa, dont je viens de dire le nom pour la 61e fois dans cette vidéo, je m'excuse, va alors retourner voir les petits vieux du premier étage qui sont les seules personnes qui ont été cool avec elle depuis qu'elle vit ce cauchemar. Sauf que cette fois, ça va pas se passer comme prévu. Les deux personnes âgées vont dire à Mélissa qu'ils la trouvent très intrusive, qu'elle ferait mieux d'arrêter de se mêler de cette histoire. C'est la première fois qu'ils sont froids avec elle. Le lendemain, à savoir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Mélissa a tweeté il y a 6 heures. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça ne rentre pas dans mon appart pour l'instant. Elle est donc convaincue qu'il se passe définitivement un truc pas normal dans son immeuble. Et son dernier tweet au moment où je fais cette vidéo est le suivant: beaucoup de voisins sont partis en vacances, le courrier s'accumule dans certaines boîtes aux lettres. Si je me retrouve seul dans l'immeuble, je vais péter les plombs. On a gagné putain. Les amis, 2 jours ont passé depuis la fin du thread, au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo. Il s'est passé pas mal de trucs autour de cet immeuble de Mélissa et de cet appartement. Laissez-moi vous raconter. Mélissa entend des bruits qui viennent du hall de l'immeuble. Elle décide alors pour se rassurer de lancer un live et d'aller voir ce qui se passe dans le hall en direct. Le live n'a pas duré très longtemps parce qu'un truc imprévu s'est passé. La putain de voisine étrange de Mélissa s'est ramenée à ce moment-là, donc on comprend qu'elle a eu un peu peur. Sauf que le temps passe et la voisine ne bouge pas de cet endroit. Mélissa décide alors de retourner dans son appartement et de pas chercher à comprendre ce qui se passe, de pas aller lui parler parce que là c'est chelou et flippant quand même. Elle va ensuite faire une petite crise de nerfs et décider d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air. Il est 3h30 du matin et Mélissa voit que l'appartement de ses voisins âgés du premier étage est allumé. Sauf qu'elle ne voit pas 2 ombres, elle voit 3 ou 4 ombres. Ses voisins étant des personnes âgées, autour de 70 ans, elle trouve ça étrange qu'ils fassent la fête à 3h30 du matin avec des amis. Mélissa va ensuite acheter un bouquin dont elle ne donne pas le nom, mais dont des passages lui font penser à sa situation. On peut entre autres y lire: une entité ou un esprit, que l'on appelle aussi fantôme, peut se fixer dans les murs d'une
maison ou de tout autre lieu et pollue la vie des personnes qui les fréquentent. Cet esprit va déranger ou terroriser les vivants par des bruits divers, portes qui claquent, fenêtres qui s'ouvrent sans raison. Le livre va ensuite donner les symptômes qui permettent d'identifier une attaque paranormale. Une attaque paranormale détourne assurément la victime de la réalité en la plongeant dans une grande confusion mentale, des pensées négatives, des obsessions, voire des passages amnésiques. En conséquence, celle-ci peut se livrer à des actes de violence sur elle-même ou sur autrui. Comme elle a perdu son libre arbitre, elle va agir ou parler contre sa volonté, parfois dans des langues inconnues. Elle n'a plus de contrôle sur elle-même. C'est le démon qui agit et parle à travers elle. Alors est-ce que la voisine de palier de Melissa ou les petits vieux du premier étage sont victimes d'une attaque paranormale? On se le demande. Le lendemain, ça toque à la porte de Melissa. En ouvrant la porte, elle tombe sur le couple de personnes âgées du premier étage qui lui demande si tout va bien et surtout si elle veut venir fêter le 14 juillet avec eux. Avec tout ce qu'elle vient de vivre, toutes les pensées négatives qu'elle a eues, l'ambiance bizarre qu'il y a dans l'immeuble, elle se dit que ça peut être une bonne idée effectivement d'aller fêter le 14 juillet avec eux, qu'elle a sûrement psychoté et qu'ils étaient debout à 3h30 du mat pour X ou Y raison, peut-être juste ils faisaient la fête à 70 ans, on peut encore faire la fête à cet âge-là. Elle se retrouve donc dans un appartement au milieu d'une fête où personne se parle trop. L'ambiance est un peu bizarre mais bon, c'est des gens de 70 ans, peut-être que ça se passe comme ça. Melissa, ça l'inquiète pas plus que ça, au moins ça la fait sortir et penser un peu à autre chose. Et puis aussi, ça lui permet d'en savoir plus sur ses voisins du premier étage qui, souvenez-vous, lui avait dit: allez, occupe-toi un peu de tes affaires et arrête de poser des questions sur tout ça. Le temps passe à cette soirée. Melissa se fait un peu chier. Et d'un coup, tout le monde commence à se prendre par la main. Melissa comprend pas ce qui se passe et elle comprend encore moins en voyant que ces gens commencent à mettre des masques d'animaux. Elle part alors en courant, elle pousse une porte de l'appartement pour se réfugier dans une autre pièce. Elle tombe sur une pièce plongée dans le noir dans laquelle se trouve juste en plein milieu un cercle de bougies. Elle se précipite sur la fenêtre pour l'ouvrir mais cette dernière est bloquée et elle entend les bruits de pas dans le couloir de gens qui commencent à se diriger vers sa pièce. Elle est complètement piégée, elle s'assoit, elle sait plus quoi faire et elle se réveille parce qu'en fait elle venait tout simplement de faire un cauchemar à cause de ses lectures de la veille au soir, le livre là qui parlait d'attaque paranormale. Tout ça c'était il y a 2 heures au moment où je tourne la vidéo, j'en sais pas plus. Elle a juste dit ensuite qu'elle était terrifiée et putain j'ai envie de savoir la suite.